Il n'y a pas longtemps, le général Cavoli a déclaré au Sénat que Poutine ne s'arrêterait pas à l'Ukraine, ce qui signifie que les États-Unis et l'OTAN sont confrontés à de sérieux défis. Mais l'armée américaine se prépare-t-elle réellement à un conflit potentiel avec la Russie ? Nos alliés investissent dans la défense à un rythme que nous n'avons pas vu depuis la guerre froide. Une augmentation globale de 40% depuis février 2022. C'est déjà la 4e année que l'armée russe avance inexorablement en Ukraine et n'a aucune intention de s'arrêter. Évidemment, il n'est pas encore satisfait de la partie de l'Ukraine qu'il a prise, car il continue d'avancer. Poutine a pour plan de prendre toute l'Ukraine, puis de faire une pause, de se regrouper et de se préparer à frapper les alliés de l'OTAN de l'Amérique. Pourquoi les Américains devraient-ils s'en soucier ? Parce que depuis la guerre froide, l'Europe a été la première ligne de défense des États-Unis. La grande stratégie de l'OTAN a toujours été de contenir les forces soviétiques en Europe, de mener une guerre défensive, d'attendre que les renforts américains traversent l'Atlantique et ensuite d'écraser l'ennemi. Mais il est certainement intéressé par le contrôle des pays qui se trouvent dans son voisinage immédiat, par tout moyen nécessaire. Et nous avons vu cela se démontrer constamment au fil du temps. Jusqu'à présent, l'Ukraine a tué ou blessé environ 923 000 soldats russes. Ils ont détruit des blindés russes, coulé des navires et frappé des centres logistiques. Mais malgré ces pertes incalculables, la Russie reste une menace stratégique pour les États-Unis. Voici pourquoi. Il est cependant très important pour moi d'ajouter qu'ils n'ont jamais cessé de posséder leurs capacités stratégiques, leurs sous-marins nucléaires, leur aviation à long rayon d'action, leurs capacités cybernétiques, leurs capacités spatiales. Tout cela vit et prospère et n'a été que très peu affecté par la guerre en Ukraine. Selon la Fédération des scientifiques américains, la Russie possède 5 977 ogives nucléaires. Parmi celles-ci, environ 1500 sont déployées et prêtes à être lancées à tout moment. C'est le plus grand arsenal nucléaire de la planète, et même l'armée américaine ne les surpasse pas dans ce domaine. C'est ce qui représente la plus grande menace pour les États-Unis. Oui, leur arsenal nucléaire. Quant à leur capacité cybernétique, je crois que leur arsenal nucléaire représente une menace plus importante. La deuxième plus grande menace de la Russie pour les États-Unis et l'OTAN, après le nucléaire, est le nombre considérable de troupes et d'équipements qu'elle peut engager dans un combat. Mais au sens habituel, leur avantage stratégique reste la masse qu'ils peuvent déployer à proximité directe des forces de l'OTAN, ce qui nous met au défi de réagir à temps dans l'espace nécessaire. Analysons cela en détail. Les forces de l'OTAN en Europe comptent environ 1,5 million de soldats. En général, l'armée américaine compte environ 1,3 million de personnes. Pour y faire face, Poutine essaie de renforcer son infanterie. Et soyons réalistes, le chiffre que vous allez entendre n'est probablement pas définitif. Il ne fera qu'augmenter. Et n'oublions pas la Chine, qui reste discrète avec son armée permanente de 2 millions d'hommes. Ils ont des plans de modernisation et d'expansion très ambitieux. Les Russes, il y a environ 1 an et demi, ont annoncé leur intention d'augmenter leurs forces armées à 1 500 000 contre 900 000 auparavant. La réserve de mobilisation de la Russie, environ 20 millions d'hommes. C'est un réservoir gigantesque de conscrits potentiels. Alors, si le Kremlin appelle plus de troupes, devinez où ils finiront ? Ce programme de modernisation est destiné à revenir directement défier l'OTAN aux frontières de l'OTAN. Vos j'aime et vos abonnements indiquent à YouTube que notre chaîne mérite d'être regardée. Appuyez sur s'abonner pour nous soutenir. Les hommes sont l'atout majeur de Poutine. Oui, la guerre de la Russie en Ukraine a sapé leur capacité offensive. Mais qu'est-ce qui empêche réellement Poutine d'entraîner et d'équiper une nouvelle vague d'infanterie ? Ils disposent de la main-d'œuvre nécessaire. Ils démontrent la volonté de la mobiliser. Et il ne faut pas si longtemps pour reconstituer le nombre de leur ancienne force, ou même pour l'augmenter. Et malgré la perte de milliers de chars et de véhicules blindés, l'industrie de défense russe ne s'est pas effondrée. Loin de là. Pourquoi ? À cause des stocks soviétiques restants, et d'une économie tournant à plein régime sur un pied de guerre. Ils ont encore du matériel en stock qu'ils pourraient sortir et rénover, et ils ont augmenté leur capacité à produire du matériel de conception ancienne, des chars, des véhicules blindés de transport de troupes et des choses similaires. Et n'oublions pas les soi-disant amis de la Russie. L'Iran envoie des drones, la Corée du Nord envoie du matériel, des obus et même des troupes. Et puis, il y a le grand panda dans la pièce, la Chine, discrète, patiente et généreuse lorsqu'il s'agit de payer le pétrole et le gaz russe. Mais il y a eu des contributions. Certaines d'entre elles ont été indirectes, en absorbant une grande partie des exportations de pétrole et de gaz russe sanctionnées. Ils ont pu continuer à fournir des fonds qui ont permis à la Russie de continuer à développer son armée. Alors, quel est le bénéfice ? Les alliés de la Russie obtiennent de l'argent, de la technologie et de l'expérience sur le champ de bataille.
Mais qu'est-ce que les États-Unis gagnent en soutenant l'Ukraine? C'est la question que se posent aussi bien les sénateurs que les Américains ordinaires. Vous savez, nous leur avons donné des radars pour se défendre. Ils nous renvoient des données inestimables que nous sommes capables d'étudier. Ce n'est donc qu'un exemple, monsieur. Grâce au système Patriot américain, l'Ukraine a abattu 20 missiles russes Kh-47 Kinjal, certains des missiles balistiques lancés par air les plus récents de l'arsenal russe. Et oui, cela a été fait entièrement avec la technologie américaine. L'Ukraine a également abattu 2 missiles hypersoniques Zircon, qui, selon le Kremlin, étaient censés être impossibles à intercepter. Eh bien, il s'avère que non. Puis sont apparus les Su-34 et les Su-35. Ils ont été éliminés. Et la vraie prix? Un avion russe à 50 AWACS. Ces appareils volent habituellement loin des zones de combat et sont quasiment impossibles à abattre. Mais les défenseurs aériens ukrainiens ont en quelque sorte dit « Tiens ma bière ». Le résultat, la perte unitaire la plus coûteuse pour la Russie depuis le naufrage du croiseur Moskva. Chaque interception est étudiée en détail par des spécialistes américains afin d'améliorer les propres défenses aériennes de l'Amérique. Jusqu'à présent, l'Ukraine est le seul endroit sur Terre où autant de technologie russe avancée a été détruite par des armes américaines. Donc, à un niveau non classifié, nous sommes en mesure de recueillir une énorme quantité d'informations sur les roquettes et missiles adverses au cours du conflit en Ukraine. Une grande partie de ces informations nous est fournie par nos collègues ukrainiens. Mais les Ukrainiens n'utilisent pas seulement des armes américaines, ils gagnent aussi des batailles avec leurs propres. Des drones navals comme le Sea Baby et le Magura ont forcé la flotte russe à se retirer de Sébastopol jusqu'à Novorossiysk. Cela représente un coup dur pour la logistique russe et rend beaucoup plus difficile la poursuite des combats en mer Noire. Les Ukrainiens ne se sont pas arrêtés à la simple construction de drones marins. Les Ukrainiens ne se sont pas contentés de construire des drones marins. Ils y ont attaché des missiles et ont commencé à poursuivre les avions russes qui patrouillaient le long des côtes de la Crimée. Et ils en ont même abattu quelques-uns. Un drone Magura V7 a lancé 2 missiles AIM-9 et a neutralisé 2 chasseurs russes Su-30. À ce jour, aucune autre armée au monde n'a réussi un tel exploit. Ils nous ont tous donné un aperçu d'un futur où les véhicules de surface sans pilote, essentiellement des drones marins, ont le potentiel de mener des conflits à grande échelle contre une marine traditionnelle avec équipage. Alors que les États-Unis étudient encore le combat naval en mer Noire, les Français testent déjà leur propre version, le Magellan. Ça vous dit quelque chose ? Imaginez maintenant le visage d'un marine chinois lors d'une opération à Taïwan, apercevant le même type de drone marin qui a déchiqueté la marine russe en mer Noire. Ils ont reçu de l'aide de notre part, de nos alliés européens, mais je dois souligner qu'une grande partie de leur expertise est autochtone. Elle s'est développée grâce à leurs propres ingénieurs, à leurs propres leçons apprises. C'est remarquable. Les Ukrainiens ont trouvé le moyen de fabriquer des armes simples, bon marché, mais mortelles. Prenez les drones FPV par exemple. Ils les testent directement dans les tranchées, ajustent la conception et les renvoient au combat. Avant, c'étaient des drones artisanaux fabriqués avec des pièces chinoises. Maintenant, ils volent grâce à la fibre optique. Cela signifie qu'ils peuvent traverser le brouillage électronique russe et frapper avec une précision redoutable. Les Ukrainiens ont prouvé qu'ils étaient particulièrement doués pour intégrer des ingénieurs au plus bas niveau, observant ce que les soldats font avec l'équipement, apportant des modifications et le remettant directement au combat. Ce bond technologique s'est produit parce que l'Ukraine manquait d'obus d'artillerie. Pour tenir le front, ils ont dû improviser, et vite. Ils produisent des drones, comme la plupart des pays produisent des munitions, c'est-à-dire en quantité massive pour un usage quotidien. Aujourd'hui, l'Ukraine fabrique des petits drones FPV, des bombardiers lourds et des drones kamikazes à longue portée. Et cette expérience, elle pourrait non seulement économiser de l'argent aux États-Unis, mais aussi sauver des vies américaines. Ils sont devenus les experts mondiaux en drones à usage unique, et ils y sont extrêmement doués. Ils sont également très efficaces pour les contrer. Notre capacité à apprendre d'eux, c'est une chose importante. L'armée américaine déploie désormais les FPV à la manière ukrainienne. Chaque brigade dispose de ses propres opérateurs qui repèrent, identifient et détruisent des cibles. Je vous envoyerai respectueusement au général George, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui travaille très dur pour distribuer des drones plus petits au plus bas niveau et pour les proliférer au sein des formations. Le général George mène déjà son propre programme pour s'assurer que les soldats américains puissent opérer des drones et contrer les menaces aériennes dans ce qui est connu comme la zone de destruction. Dans les guerres futures, ces compétences seront aussi essentielles qu'un M16 l'était en Irak.
Il a un programme qu'il appelle Transformation au contact, où il utilise des brigades déployées dans le Pacifique ou en Europe pour accélérer la distribution et le déploiement de ces drones. Et pendant que les troupes américaines apprennent le champ de bataille moderne et comment contrer les nouvelles menaces, les Ukrainiens leur font gagner du temps. C'est exactement pourquoi, selon le général Cavoli, les États-Unis doivent continuer à soutenir militairement l'Ukraine. Nous devons continuer à leur fournir les mécanismes de défense pour prévenir les attaques odieuses que nous avons, fournir plus de renseignements, des systèmes d'armes de défense aérienne, ainsi que des systèmes d'artillerie et des munitions. Cavoli recommande également de maintenir les troupes américaines en Europe là où elles se trouvent. Un retrait pourrait envoyer un mauvais message. Nous avons régulièrement revu la structure des forces, tant au niveau militaire qu'au niveau politique. Et j'ai constamment recommandé, tout au long de cette période, de maintenir les forces que nous avons déployées. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a contraint les États-Unis et l'OTAN à repenser la guerre sur le continent. Aujourd'hui, l'Alliance se prépare à un conflit de haute intensité, où la Russie pourrait utiliser toutes ses armes, y compris celles interdites par les conventions de Genève. Après des années de sous-investissement, bien trop d'années, nos alliés sont enfin en train d'optimiser l'Alliance pour un combat de haute intensité. Et au sein de l'OTAN, nous avons maintenant les plans, les forces, le commandement et le contrôle. Et nous avons la concentration nécessaire pour accomplir cette mission. Heureusement, le Pentagone prend la menace au sérieux. Il renforce la préparation des troupes et aide les alliés de première ligne à se réarmer et à se reformer. Nous avons intensifié les entraînements et exercices combinés et nous avons accéléré la modernisation et la préparation européenne. Quels sujets devrions-nous aborder ensuite? Laissez vos idées en commentaire. Nous choisirons parmi les plus appréciés.